Bonjour à tous. Et bonjour à tous, joyeuse Pâques. Vous avez vu là l'illustration sur Facebook qui circule sur Jésus qui sort de la Ah tombe? oui, j'adore. Ouais, je voulais la mettre justement. Tu vois la synchro? Et Je tu la vois, trouve géniale. les représentations de sortie. Je trouve ça excellent. Et puis le parallèle avec le mythe de la caverne aussi, c'est très bon. Oui, eh bien oui. Oui, oui. À un moment donné, on va comprendre, hein. Ben voilà, Réveillez-vous. joyeuse Pâques les filles. Les gars aussi, pardon, il y a Robert et Eric. Extra. Coucou à tous. Chakra sacré pour une sacrée journée. Bonjour Sylvie, Et Véronique, Pascaline. Pascaline, Elisabeth, bonjour. Nous aussi, heureuse de vous voir. Oui, oui, on bronze un peu plus par là, hein. Il y en a eu presque un été depuis quelques jours. Il faisait très très chaud, très beau. Bon, je pense qu'on va démarrer. Vas-y, Tu veux démarrer ou je démarre? C'est comme tu veux. vas-y, vas-y. Allez, vous. Alors aujourd'hui, le thème du webinaire, donc pour faire suite à celui que nous avons présenté, je crois, la semaine dernière, ou peut-être encore avant, je ne sais même plus, sur le chakra racine. Et donc la continuité naturelle, c'est d'aborder aujourd'hui donc le deuxième chakra. Ce deuxième chakra qui est situé au niveau du bas-ventre, donc entre le nombril et le pubis, à peu près, hein, au niveau de l'emplacement, et qui est le siège de la naissance des émotions et des désirs. Donc là, on est parti avec le chakra racine, donc des racines, des fondations, de tout ce qui est relié à nos besoins vitaux. Et là, on va parler de nos désirs, de nos émotions et surtout de notre potentiel naturel à créer, procréer et être dans la joie et dans le plaisir. Donc ça, c'est quand ce chakra est dans son plein potentiel et aussi désenclavé. On va voir de quoi il peut être aussi imprégné, en fait. Voilà. Alors, le chakra, on le présente en fait, on va présenter sa symbolique, son rôle dans nos corps subtils, à quoi il est relié au niveau des organes, au niveau des glandes endocrines aussi, quelle est sa symbolique aussi, et on va aussi aborder ensemble dans quel cas, quels sont les symptômes qui nous permettent de reconnaître si notre chakra sacré est en bonne santé. Donc avec les symptômes physiques, symptômes émotionnels et symptômes psychiques aussi. Voilà. Euh, donc en sanskrit, le nom Et du puis les chakra. clés, les clés pour le réharmoniser. Oui, bien sûr. En tout cas, celle qu'on a Ouais, reçue, ouais, l'une et l'autre. Voilà. c'est ça exactement. Alors oui, le nom du chakra en sanskrit, c'est Svadhisthana. Alors Svadhisthana, il y a plusieurs sens. Le chakra est plus connu sous la symbolique de Svadhisthana, c'est-à-dire le siège du soi, le siège aussi du moi. Il est aussi le siège dans d'autres transcriptions. Il est aussi le siège de la force vitale, le siège de la Kundalini. Voilà.
Donc, on peut quand même se représenter assez facilement à quoi il peut nous servir. D'ailleurs, il est placé au niveau du bas-ventre et au niveau du hara. Plus particulièrement le hara qui est ce réservoir énergétique dans lequel nous accumulons notre énergie vitale et que nous puisons à l'intérieur pour pouvoir nous mouvoir, pour pouvoir avoir de l'énergie en règle générale. Sa couleur est l'orangé. Et la couleur de l'orange, la couleur orange, est reliée à la vitalité, au plaisir, au bonheur, au rayonnement. Qu'est-ce que je vous ai trouvé aussi? Et tout ce qui est donc plaisir, je crois que je l'ai déjà dit. Tout ce qui est en rapport avec le soin à soi, prendre soin de son corps. Et relié aussi à l'intellect émotionnel, puisque nous avons dans notre bas-ventre un système neuronal. Donc, il y a une intelligence du ventre, donc une intelligence émotionnelle. Voilà, en lien aussi avec la félicité et le relationnel. Alors, pour continuer, je vais en fait vous montrer, comme la dernière fois, le symbolisme du chakra sous forme de mandala, donc sous forme de symbolique. Et je vais vous l'expliquer. Donc, je vais vous la partager. Comme ça, on va pouvoir commencer à décrypter, aller un peu plus en profondeur. Donc, voici une ancienne représentation du second chakra, chakra sacré, Svadhisthana. Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, chakra racine n'avait que 4 pétales. Et là, on en a 6 avec le chakra sacré. Et bien sûr, comme la dernière fois, ces 6 pétales ont une syllabe correspondante. Et la syllabe correspondante va correspondre à des vertus où là, vous allez voir on va dire des peurs à dépasser. Donc, c'est intéressant de les connaître puisqu'en fait, ces peurs seront complètement reliées à ce centre-là et nous permettront aussi de nous identifier et savoir où nous en sommes par rapport à ces peurs. Alors, la représentation intérieure, donc il y a en fait ici un animal. Donc la dernière fois que le chakra racine, on avait l'éléphant avec 7 trompes. Ici, nous avons un crocodile. Alors, voilà, je vous dirai après sa signification. Donc, un crocodile, on a la lettre, la syllabe qui correspond au Bija Mantra, qui correspond donc au chakra sacré. On a une demi-lune ici. On ne voit pas très bien parce qu'en fait, la couleur blanche est très importante dans ce chakra, dans cette représentation, car elle représente la lumière et le rayonnement, la clarté, qui est aussi très importante pour ce chakra-là, la pureté et la clarté. Et aussi, donc la demi-lune ici, que vous voyez dans un lotus, et aussi un couple divin. Sur chaque chakra, chaque siège gouverne en fait un couple de divinités qui sont reliés à des principes aussi particuliers. Donc, voilà. Alors, les 6 pétales qui sont ici vont être reliés à, on va dire, des peurs. Alors, plus on descend dans les chakras, plus les peurs vont être profondes et fortes. Donc là, on est encore, vous allez voir, on va être encore sur des limitations et des peurs intérieures très puissantes. Puisque, par exemple, une des pétales va représenter le manque de confiance. Donc, évidemment, si
chaque pétale, en fait, peut être transcendé. Donc, si évidemment, le manque de confiance se transforme en confiance. Voilà. Donc, on a le manque de confiance qui se transforme en confiance. On a aussi, dans une autre pétale, ce qu'on appelle l'impartialité ou une forme de ségrégation. Donc, si on transforme cette pétale, on va transformer on va dire cette peur ou ce fonctionnement en l'indulgence. Voilà. Une autre pétale aussi va concerner l'ignorance. Donc, l'ignorance se transforme en connaissance. Nous avons encore l'autodestruction qui peut se transformer en désir de vivre. Donc, l'autodestruction. Donc, à ce propos, en fait, on peut se représenter très facilement en fait, ce fonctionnement d'autodestruction par tout système de sabotation. Ça peut être très bien de la violence sur soi, ça peut être de la violence physique, ou un autre type de violence qui a pour but en fait de s'autodétruire. Donc cette énergie, cette peur ou ce mécanisme provient du deuxième chakra. C'est la négation en fait, la négation de soi, donc qui est à l'inverse du désir de vivre. Nous avons aussi dans une quatrième pétale la cruauté, donc la violence, qui se transforme en compassion, qui est à transformer en compassion. Et enfin, pour terminer, nous avons la pétale du mépris qui se transforme en amour inconditionnel. Ils sont très proches, la cruauté et le mépris, mais ce sont apparemment deux sentiments différents qui sont abordés différemment, voilà, et qui sont aussi qui peuvent être transformés, transcendés en libérant ce chakra. Donc je répète, donc le manque de confiance transformé en confiance, l'impartialité transformée en indulgence, l'ignorance transformée en connaissance, l'autodestruction transformée en désir de vivre, la cruauté en compassion et le mépris en amour inconditionnel. Voilà. Le crocodile, ici, en fait, c'est la symbolique du crocodile qui est pour cette représentation qui serait en fait apparentée à l'énergie de ce chakra. Le crocodile, en fait, est symbolisme de résistance, de force, de sexualité, car il a une énergie sexuelle très puissante. C'est aussi un animal qui est intuitif et qui sait en fait nager. Alors ça, c'est une symbolique très importante, qui sait nager dans l'eau et qui sait se faufiler dans l'eau. C'est un peu l'image de ce chakra, c'est-à-dire avoir la capacité de se mouvoir, de se cacher quand il le faut et d'apparaître quand il le faut. C'est un chakra en fait qui symbolise énormément la souplesse et en fait l'adaptabilité à toute situation. Donc, quand on peut se sentir, par exemple, rigide ou avoir des difficultés à s'adapter à quelque chose ou un événement, c'est ce centre-là qui vous bloque. Il y a un blocage à ce niveau-là. Ça, c'est un exemple, et je pense qu'on va, avec Anne-Laure, on en citera d'autres. Et aussi, le crocodile est un animal qui s'adapte à tout changement. Vous savez, c'est un animal endémique qui est apparu lors de la période préhistorique et qui a su en fait s'adapter et survivre jusqu'à nos jours. Voilà. Donc c'est vraiment la symbolique de ce chakra. On n'est pas très loin du chakra racine de la survie, mais dans une autre forme.
c'est la survie par l'adaptation. Le mantra, le bija mantra, qui est au centre du chakra, c'est Vam. Donc ce son, cette syllabe rentre en lien avec ce chakra et le fait vibrer. La demi-lune, ici, qui est couchée, représente l'eau, l'eau qui est l'élément de ce chakra, puisqu'on le verra aussi dans la description en fait, de son utilité au niveau de nos corps physiques et notre fonctionnement métabolique. Il est lié à tout ce qui est fluide dans le corps, donc les liquides en règle générale, donc liquides lymphatiques, la gestion de l'eau dans notre corps, la filtration par les reins, et concernant aussi tout ce qui est liquide autre, c'est-à-dire tout ce qui est acidité, donc suc gastrique, et va être très en lien avec notre acidité du corps ou l'alcanisation du corps. Donc si j'ai des ressentiments tels que j'ai évoqués tout à l'heure, comme le mépris, etc., des choses très fortes comme celle-là, on va acidifier le corps, hein, ça va acidifier le corps. Et plus je vais être dans une forme de tolérance, hein, d'adaptabilité, je vais y arriver, et d'amour et de compassion, je vais en fait alcaliniser mon corps. Voilà. Donc je vais rééquilibrer le pH. Donc les émotions sont très en lien avec notre équilibre acido-basique. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Alors oui, le couple, les deux déités qui sont ici. Donc il y a Vishnu. Donc le premier chakra, hein, racine, c'était, je vous le rappelle, Shiva, je crois, oui, Shiva, qui est en fait symbole de destruction, de mort, mais aussi de renaissance. Alors Vishnu, c'est tout autre chose. Vishnu est relié à la force vitale de l'univers. Donc lui, c'est un dieu préservateur. Donc il préserve l'énergie. C'est tout autre chose. Et il est avec sa déesse Rakini, R-A-K-I-N-I, qui est en fait une représentante de la Shakti, de la Kundalini. Voilà. Donc Vishnu et Rakini. Donc Vishnu représentant de la préservation de la force vitale et Rakini qui représente la Kundalini. D'ailleurs, on avait vu dans un autre séminaire que la Kundalini, le centre de la Kundalini, se trouvait entre le chakra racine et le chakra sacré, et qu'en fait, la vibration, on va dire que la vibration des deux chakras entre eux et leur développement va très nettement en fait, favoriser la montée de la Kundalini. De mon côté, je rajouterai peut-être des choses après, Anne-Laure, ou en complément de ce que tu vas... Ah oui, je vais aussi vous remontrer le schéma des chakras. Ça, c'est important aussi. Ça arrive. Donc, ce schéma qui montre, on va dire, de profil, la situation des chakras dans le corps. Donc, on avait vu la dernière fois donc, le chakra racine ici. Donc là, nous sommes ici. Donc, on voit bien que les chakras sont toujours doubles. Donc, il y a un vortex avant, un vortex arrière. Celui qui est à l'avant, vous voyez bien les flèches, voilà, ici, et celui à l'arrière aussi. Ils sont en double directionnel, mais on va dire que plus particulièrement, à l'avant, il est plus émetteur, et à l'arrière, le chakra est plus récepteur. Mais ça peut très bien fonctionner aussi dans les deux sens. Ça dépend des moments.
Et on voit bien ici que le chakra avant ressurgit au niveau du bas-ventre, au-dessus du pubis et en dessous du nombril, et au niveau du dos, au niveau des lombaires. Voilà. On va peut-être aborder, alors après, je ne sais pas, la relation avec les glandes organes plutôt, ou je le fais avec toi si tu veux. Oui, j'allais continuer avec les caractéristiques. Oui, oui, bah, ok. Et puis, on va y venir. Et puis après, tu reviendras peut-être justement à la relation Oui, avec les langues. oui, Hein. tout à fait. Donc, je vais peut-être rebondir sur certains trucs ou redire, mais à la fois, c'est une connaissance qui est à la fois tellement riche. On voit ça de l'extérieur, mais il faut voir à quel point, en fin de compte, ce chakra, comme tous les autres, hein, mais celui-ci particulièrement, a un impact gigantesque sur notre bien-être physique, sur notre épanouissement sentimental, sur notre manifestation de notre mission de vie, dans notre travail, dans notre rapport à notre matérialité dans le monde physique. Il est vraiment, voilà, ce que je disais à Séverine avant de commencer le webinaire, c'est que j'ai mis des années à comprendre déjà ce que c'était qu'un chakra, etc., toute la richesse. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes, parce que je suis sûre que, voilà, nous, en retravaillant ça, on amène de l'information à notre système et parfois, il y a une information qui vient, qui passe, etc. Mais vraiment prendre en compte toutes les informations dans leur globalité et voir à intégrer-les au moment juste pour vous, de façon à ce que ça ait une résonance réelle dans votre vie. Donc, on l'appelle aussi chakra le lieu de douceur, alors qu'effectivement, il porte beaucoup de violence, ce chakra. On va voir aussi l'origine, hein, pourquoi effectivement il est souvent tout flétri et tous ses pétales sont complètement cristallisés. C'est donc le deuxième centre énergétique, tu viens de le dire. Il est situé à peu près 5 cm en dessous du nombril, donc c'est ce point du hara. Donc il prend l'énergie à l'arrière, il l'émet à l'avant, il a un rayonnement vers l'avant. Effectivement, comme tu le disais, comme il est situé en fait au niveau de la première vertèbre sacrée, c'est entre le premier et le deuxième chakra. Donc, il y a des subtilités parce que dans les pétales qui sont cristallisés, on retrouve des correspondances avec le confiance en soi qui est aussi l'expression des émotions qui est le siège du troisième chakra. Toutes les peurs reptiliennes qui sont le premier chakra. Il faut bien savoir et se rendre compte que nos 3 premiers chakras sont nos chakras d'incarnation. Donc, tout est intimement relié. Mais pour autant, il y a des correspondances très particulières, des fréquences particulières, des couleurs particulières. Hein, là, ce chakra, c'est de couleur safran. C'est les moines bouddhistes pour cette couleur-là, par exemple. Donc, c'est vraiment ça influence effectivement les émotions parce qu'à mon sens, ce sont les naissances des émotions. Ce n'est pas l'expression des émotions, mais la naissance. On est bien justement dans cette naissance, le bassin d'incarnation, la gestation. Ça influence aussi tout notre rapport à notre environnement, en fonction de ce qui soit ouvert ou fermé, donc notre relation aux autres, comment on partage, si on partage trop ou pas assez. Et pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de l'équilibre, ce 7e chakra, parce qu'on va être à l'équilibre. Autant on est dans notre alignement, dans notre verticalité, autant ce point de hara nous permet d'être à l'équilibre dans notre dualité terrestre, à l'équilibre de nos énergies masculines et féminines. Et c'est la loi universelle de l'équilibre, en fait. Hein. Le chaud, le froid, le yin, le yang, de toute cette dualité qui doit être accueillie et réunie. C'est aussi un chakra qui va avoir donc une influence, bien sûr, sur la sexualité, donc notre reproduction, la procréation, sur notre vitalité, parce que ce chakra alimente le corps physique. Donc, bien souvent, on peut le constater, nous, en tant que thérapeute, on voit la densité d'un corps éthérique d'une personne, hein, une personne qui peut, peu importe sa corpulence, mais on va ressentir si son corps éthérique est dense, en bonne vitalité, ou si au contraire, il est faible, s'il y a des fuites, etc. etc. Il est en lien effectivement avec l'estime de soi, je dirais plus que la confiance en soi qui s'apparente plus au 3e chakra, et une relation avec la matérialité.
Donc, est associé donc, à l'activité sexuelle, pour la répéter, à l'activité physique et aussi à l'activité artistique. On va y revenir plus tard. Donc, tout ce qui apporte dans la créativité, la source, encore l'eau, hein, encore l'énergie de l'eau, la source de la créativité qui ensuite sera exprimée par l'enfant intérieur, par le troisième plexus. Mais c'est vraiment toute cette sphère de créativité, d'origine de créativité, donc là aussi où il y a l'union des énergies masculines et féminines. Donc c'est relié aux intestins, aux reins aussi, même si les reins c'est plutôt le cerveau reptilien, plutôt le premier chakra, c'est quand même relié aux reins. C'est relié à tous les fluides, on va le voir plus tard, hein, à la vessie, aux ovaires, au système de reproduction masculin et féminin. Et on dit que c'est le chakra donc, de l'imagination, puisque c'est l'origine de la création. Avant de manifester, par exemple, une toile, eh bien, il y a bien cette origine de la création. Aussi, c'est le chakra de la famille, ah oui, c'est la procréation, hein, de la sexualité et de l'ouverture vers les autres. Alors, il est bien en lien avec tous les fluides du corps. La circulation, la reproduction, la sexualité, donc toute l'élimination. Et il y a beaucoup de yogis qui associent ce chakra, en fait, à notre territoire le plus intime. Voilà. Et qui, quand on n'en prend pas soin, en fin de compte, on va laisser l'autre rentrer sur ces territoires intimes. Donc, les caractéristiques, encore une fois, on l'a dit, les glandes sexuelles, ovaires, testicules, les organes associés, ça va être les organes génitaux, les reins, la vessie, le côlon, toute la sphère du bassin, le sacrum, les hanches, les vertèbres, les lombaires, tous les fluides. Donc, dans les fluides sanguins, lymphatiques, l'urine, les sucs gastriques, la bile, l'eau, mais composée donc à 65% d'eau, hein, d'où la mémoire de l'eau, on va y revenir plus tard. Le sperme, les larmes, la sueur, voilà, tous nos fluides. Le sens associé, c'est le goût. Comme par hasard, il y a un des symptômes actuels dont on va parler, c'est la perte de goût. J'y pensais ce matin, justement. Non, mais nous, on est en synchro total. La gueusie, ça s'appelle la gueusie, c'est ça? Oui. Couleur orange safran, l'élément, c'est l'eau. Le métal associé, c'est l'étain. Le mantra, tu as dit, c'est le vam. L'âme pour le dos, pour le premier chakra, dos, et vam pour le deuxième. Et la note associée, c'est le ré. Je vous fais vibrer le ré, comme ça vous fait une petite vibration en même temps. Nous ne sommes que couleurs et vibrations à l'origine de la création. Et donc, ce que nous cherchons à travers toutes ces techniques aussi, mais ce sont aussi des connaissances sacrées, c'est de retourner à notre essence divine, à retrouver en fait la vibration juste, la fréquence de notre âme, pour la manifester dans la matière. Donc, la puissance des fréquences et des couleurs, des vibrations, va avoir un impact, une résonance jusque dans notre biologie, et donc va avoir un impact sur tous nos plans de vie, notre santé, notre vie sentimentale, notre vie professionnelle, etc. Donc, le verbe associé à ce deuxième chakra, ça va être « je ressens »,« je sens » et « je ressens ». Sauf que si on est coupé de la naissance de nos émotions, on est donc coupé de notre ressenti et de notre senti. Les fonctions du deuxième chakra, c'est, comme tu disais, c'est le siège du plaisir. Il est souvent cristallisé par la culpabilité, mais pas que. Voilà. Donc, c'est le siège aussi du désir, de la procréation, de l'expression. Alors, on dit de l'expression des sentiments et des émotions, mais oui, effectivement, si on jouit, on va exprimer une émotion ou un sentiment à travers la jouissance. Mais pour moi, c'est plutôt le troisième plexus, la sphère de l'expression. C'est plutôt la naissance. Et d'ailleurs, tu l'avais intitulé comme ça, c'est vraiment la naissance des émotions. Pour moi, ça résonne plus juste comme ça. Donc, il est relié aux fonctions corporelles qui correspondent au liquide, donc élimination de l'urine, circulation sanguine, les règles, le liquide amniotique, par exemple,
le sperme. Les dysfonctions de ce chakra, ça va être l'impuissance, la frigidité, les problèmes utérins, les problèmes, par exemple, si on a une descente de vessie, descente d'organes, les problèmes vésicaux et rénaux. Si on a aussi des raideurs dans le bas du dos, voilà, parce qu'on a vu qu'il est donc ce hara, derrière, ce point du hara, c'est exactement à cet endroit-là, au niveau des premières longueurs. Oui, c'est le Mingmen, d'ailleurs. Ben voilà. Le Mingmen. Ouais. Les peurs associées, ça va être un problème d'acceptation de soi, de manque d'amour et de culpabilité. Les pierres associées, on viendra plus tard dans comment le réharmoniser, parce que ça peut être une solution, enfin, une des clés. Ça va être toutes les pierres qui sont de couleur orange ou brune, comme la cornaline, l'ambre, la pierre de lune, la citrine aussi, le corail. Et les huiles essentielles, on y viendra aussi après parce que ça a un pouvoir aussi de réharmonisation. Alors, quels sont les signes d'un chakra qui est déséquilibré lorsque les émotions sont refoulées? Parce qu'on sait bien que souvent les symptômes physiques, émotionnels et mentaux viennent de nos émotions refoulées. Il est bloqué ou fermé. Et les dysfonctionnements au niveau physique, ça va être quoi? Des infections génitales, rénales, urinaires, des troubles gynécologiques, des cycles menstruels perturbés ou voire très douloureux, simplement ça, des troubles de la ceinture pelvienne, ce que j'ai dit un petit peu plus tôt, des fibromes, de la frigidité, de l'impuissance, des problèmes pour avoir des enfants, des raideurs au niveau du dos, donc des rhumatismes, des douleurs au niveau des hanches aussi, parce qu'on a vu que c'était associé aux hanches, des sciatiques, parce que ça va descendre le long des nerfs, des calculs rénaux et vésicaux. Encore une fois, je ne me positionne pas en tant que médecin. Tout ce que je dis, c'est juste, effectivement, ça peut venir en complément d'un diagnostic médical, mais c'est juste des connaissances qui sont ancestrales, qu'on a revisitées pendant des années et qu'on a intégrées, qu'on a vu intégrées pour soi, d'ailleurs, pour l'avoir vécu, ou vu en séance, en thérapie. Ça va être aussi des troubles intestinaux, des affections de la rate, des troubles de la vésicule biliaire. Au niveau émotionnel, maintenant, qu'est-ce que ça va être? Ce déséquilibre psychique et émotionnel. Ça va être un sentiment d'insécurité, une hypersensibilité, parfois une perte d'envie de vie. D'ailleurs, tu le disais sur un des chakras, c'est-à-dire qu'en fait, on ne supporte plus l'extérieur. Il y a une lassitude profonde. Voilà, un sentiment de « mais qu'est-ce que je fais là ?» Manque d'assurance. On va voir qu'en fonction s'il est trop ouvert ou pas assez ouvert, parce que le manque d'assurance peut aller aussi dans un trop d'assurance pour quelqu'un qui a un chakra vraiment trop ouvert. Donc de la colère, de la frustration, de l'agressivité, de la jalousie, bref, un déséquilibre émotionnel, mais aussi des troubles alimentaires. Ça va être quelqu'un qui va avoir perdu toute spontanéité, toute joie de vivre, et qui va avoir besoin de tout contrôler, y compris les autres, pour bien faire dans certains cas, mais besoin de tout contrôler, parce que cette peur profonde. Quelqu'un qui va s'être coupé complètement de ses émotions et qui ne va pas s'autoriser donc de plaisir, ne plus être dans le jeu du tout. Et donc là, la relation entre justement deuxième chakra et troisième chakra, c'est intéressant parce que puisqu'il n'y a plus de source de créativité, puisqu'on n'est plus connecté à la naissance des émotions, et bien finalement, on ne va pas du tout exprimer de créativité, donc il n'y a plus de place au jeu, ni au jeu JE, ni au jeu JE. Voilà. Et aussi, ça va être ce sentiment de culpabilité, c'est-à-dire toujours prendre de façon personnelle les histoires des autres ou faire une montagne de ce qui nous arrive, donner des priorités à des choses qui n'ont pas lieu d'avoir des priorités, se disperser, soit procrastiner, soit jamais ne pas achever un projet totalement, commencer quelque chose mais ne jamais le terminer, être toujours dans le je dois, il faut, mais jamais dans le j'ai envie, je fais, je manifeste, voilà, toujours dans une notion de contrôle. Il y a les complexes aussi, Jeanne, je crois. Les complexes. Oui. Le fait de ne pas s'autoriser ou d'avoir du mal à s'autoriser par rapport au corps. Oui, complètement. Justement, là, je vais y venir, effectivement, parce que
pour moi, hein, bien sûr, hein, tout est encore un jeu de miroir. C'est-à-dire que, par exemple, en couple, on peut se retrouver, bon, j'ai eu le cas plusieurs fois, puis je le vois dans les personnes que j'accompagne, si on a un chakra, quel qu'il soit, sous-développé, en général, la personne en face, il l'a surdéveloppé. Ou inverse. Okay, c'est le jeu de Barbie et Ken, je ne sais pas s'ils sont cachés, il faut faire la sieste. Mais non, il va. Ils font d'autres choses, ces chakras Oh, il est sacrés. coquin. Voilà, c'est le jeu de Barbie et Ken. Voilà, donc Ken, en général, il a un chakra très, très développé. Donc, c'est-à-dire que, bon, si c'est pas toi, si tu veux pas 4 fois par jour, c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs, parce que j'ai un chakra très, très, très développé. Et la pauvre Barbie, si tant est que dans sa lignée transgénérationnelle des femmes de son système, il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de viols, etc., elle a un chakra sacré complètement berne. Et donc, du coup, finalement, leur cerveau reptilien s'appelle pour se guérir, mais voilà, ça devient un couple avec une association de blessures. Voilà, on va y revenir en détail. Allez, à la sieste, hop, je vous. Attends, je te sors un autre petit cadeau. Le but étant, quand tu as un Rubik's Cube, de remettre le orange sur le orange, le vert sur le vert et le bleu sur le bleu. C'est assez symbolique, mais pourquoi pas. Ça a du bon, le confinement. Moi, j'ai pas Netflix, je m'amuse comme je peux. Alors, au niveau spirituel, parce que, à mon sens, bien sûr, de ce que je dis, vous prenez que ce qui résonne en vous. Il n'y a pas de guérison physique, émotionnelle, mentale sans guérison spirituelle. Voilà. Voilà. Ça, voilà. Si c'était un sang, hop, d'ailleurs, ça frissonne. Merci. C'est comme ça que, en tout cas, moi, j'ai trouvé les clés. C'est-à-dire, effectivement, c'est un travail qui demande beaucoup, on va dire, de méthode, d'adaptabilité, justement, de cette connaissance de soi, de persévérance. Mais d'un autre côté, quand tu accèdes à ce niveau spirituel, de comprendre que, par exemple, pour ce chakra, qui est en correspondance avec, dans la rayonnance sacrée, avec le rayon blanc, qui est le rayon de la foi, c'est donc qu'on manque de foi. Voilà, mais une foi inconditionnelle, en quelque chose qui nous dépasse. Donc, on est déconnecté de la source que l'on porte en nous dans ce bassin d'énergie, de la foi, de cet aspect divin de foi, qui, avec ces deux archétypes, masculin-féminin, qu'on retrouve effectivement à travers le couple, c'était Vishnu, les Dakini. La première, c'était C'est chakra sacré, Vishnu. Oui, et l'autre La Rakini. Rakini, voilà, c'est ça. D'un autre regard, mais sur une autre dimension, mais c'est pareil, ce couple du rayon blanc qui porte ce deuxième chakra, les couleurs des rayons n'étant pas en correspondance avec les couleurs des chakras, ça va être porté par des maîtres ascensionnés qui sont Ilis et Sérapis B. Voilà. Et avec l'archange Gabriel. Donc, le blocage, l'origine du symptôme, au niveau spirituel en tout cas, c'est un manque de foi. Quand il est réharmonisé, on active en nous nos capacités divines de pureté et d'estime de soi, qui sont les principes féminins de ce chakra, et la persévérance, la droiture et la rigueur, qui sont les principes masculins de ce chakra. Donc, c'est dire à quel point, en fait, on va loin dans la connaissance de soi. Mais donc, du coup, dans cette connaissance, le chakra dont tu as parlé aussi, l'ignorance et la connaissance, c'est là où ça nous libère. Effectivement, quand on acquiert cette connaissance et quand on l'incarne dans le corps, eh bien, effectivement, on va activer nos vertus divines. Et donc, par effet entonnoir, on va redescendre en fait de notre divinité dans notre humanité, on va arriver jusqu'à cette guérison physique. Voilà. Alors, j'en venais à un chakra trop ouvert. Donc, Ken. Mais bon, ça peut être une Barbie aussi. Mais en général, c'est vrai que... En général. En général, voilà. Un chakra sacré trop ouvert, ça va être quelqu'un qui va être hyper gourmand, qui va être agressif, qui va avoir un comportement sexuel débridé, pour parler poliment, voire obsessionnel. Voilà. Trop grande ambition, qui va tendance à vouloir manipuler les gens, à vouloir tout contrôler.
quelqu'un qui ne supporte pas la frustration, voilà, qui va toujours trouver, qui ne va jamais pouvoir se poser, qui ne vit pas l'instant présent, qui va agir par compulsion, compulsion sexuelle, compulsion toxicomanie, ou même compulsion de sport, enfin, toujours dans le trop. Voilà. Hyper énergique, qui est en fin de compte hyper dépendant, qui a besoin d'une, voire de plusieurs, voilà, on dit, déesse à ses côtés, qui délaisse tout ce qui est vital, spirituel, tout ce qui est besoins primordiaux. En fait, c'est quelqu'un qui va avoir une pyramide de Maslow, mais inversée. Voilà. Qui va faire passer le superficiel avant, avant le prioritaire. Et donc, le couple en miroir, mais ça peut être aussi un couple professionnel, c'est pour ça que c'est intéressant de voir dans quelle mesure, par rapport à l'autre, dans nos interactions avec les autres, on a ce chakra ouvert ou pas. Une personne qui va avoir un chakra sacré fermé, ça peut venir aussi d'une éducation autoritaire stricte. On porte en nous, justement, on va le voir, les origines racines, on porte en nous, durant l'enfance, toute l'éducation, les croyances, au niveau de la sexualité, au niveau du couple, de nos modèles parentaux, donc ce qui a été vécu, mais aussi de nos racines familiales, de nos racines religieuses, culturelles. Donc, si la sexualité a été taboue ou si, au contraire, il y a eu des sévices beaucoup dans la famille au niveau de la sexualité, il y avait beaucoup de non-dits dans les générations précédentes, qu'on porte en nous sans le savoir. Eh bien, on va hériter de ça. Donc, ça veut dire qu'au moment de la puberté, ou plus tard, on peut bloquer ces énergies sexuelles, ce qui peut entraîner, puisque quand on les bloque, on va les bloquer et ça va être passé en touche dans l'inconscient, du conscient à l'inconscient, donc dans le corps. Eh bien, ça va entraîner des peurs, peur de l'inconnu, peur d'autrui, peur de perdre, peur, donc un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi, un manque de maîtrise de soi, une méconnaissance de nos énergies sexuelles, la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, etc., etc. Et on va revivre en fait des scénarios correspondant à ce que l'on porte effectivement comme peur. Vécue ou bien héritée sans le savoir. Donc, ça va être quelqu'un qui a donc un chakra sacré fermé, qui va être hypersensible, qui va avoir peu d'initiative, qui va laisser l'autre justement prendre la main sur sa vie, sur ses choix, parce que l'équilibre des polarités, c'est aussi le féminin qui dit oui et le masculin qui dit non. Donc, quand on a des polarités inversées, ça va être quelqu'un qui va dire toujours oui, alors qu'il faut s'autoriser à dire non, ou inversement. Quelqu'un qui va être très timide, replié sur elle-même, comme tu l'as dit, qui va aussi utiliser en fait cette dépendance affective, un jeu de miroir, qui va jouer cette dépendance affective et qui va aussi avoir des attitudes de compensation. Pareil, c'est une personne qui va être coupée de ses émotions et qui n'aura pas une sexualité épanouie. Ça va être aussi des excès de colère, de la même façon que pour le trop couvert. Donc, soit une colère refoulée, soit une colère exprimée, mais dans la plupart du temps, elle sera refoulée. Une difficulté à s'exprimer, des complexes d'infériorité, de la culpabilité, bien sûr, alors que l'autre n'en a pas du tout. Quand c'est trop couvert, il y a zéro culpabilité, zéro tabou, voilà, zéro barrière, etc. Là, ça va être l'inverse, ça va être dans le trop. Ça va être l'intériorisation des émotions, puisqu'elles ne sont pas reconnues. La personne n'arrive même pas à savoir ce qu'est une émotion. Voilà, complètement déconnectée. Frustration au sens large du terme, et puis effectivement impuissance. Ça va aussi avoir des résonances sur le domaine matériel, c'est-à-dire que c'est une personne qui va en général avoir du mal avec la matérialité, va avoir du mal à se manifester professionnellement, à trouver sa place, sa juste place dans sa famille, dans sa vie professionnelle, à se positionner, à gagner de l'argent, à être rétribuée selon sa valeur, puisque justement, sa propre valeur, elle ne l'a pas reconnue, puisqu'en fin de compte, elle porte ses mémoires de soumission. Alors, les causes, en tout cas, comment j'interprète et que j'ai vécu et que j'accompagne, c'est effectivement une accumulation de tout un tas de déceptions, de blessures. Les blessures, on les connaît, la trahison, l'abandon, l'humiliation, le rejet,
la non-reconnaissance, l'injustice, ok, de cette vie, mais aussi de notre enfance, mais aussi du bassin d'incarnation, de nos parents, de nos lignées, jusqu'à nos mémoires karmiques. Donc, c'est pour ça que ça peut être aussi long, et parfois ça peut nous amener à des scénarios aussi incompréhensibles, de vivre, par exemple, voilà, un symptôme physique, une opération, une ablation. Oh, coucou toi. Oh, je suis chaud. T'es beau. J'ai eu le cas là il y a quelques jours, une personne qui a eu l'ablation du tout le système ovarien, etc. Et puis, effectivement, il y a un lien étroit avec les lignées des femmes de sa famille, mais aussi avec ses mémoires karmiques. Voilà, par exemple. Donc, on porte en nous toutes ces blessures et héritages de cette histoire de vie, encore une fois, de notre enfance, du transgénérationnel, du culturel, du religieux, du karmique. Et c'est ce travail d'initier, en fait, on a l'impression d'avoir fait le tour, mais non, à chaque fois, ce travail d'initiation, il est progressif et graduel. Mais on s'entend que on y arrive avec persévérance, parce que plus on nettoie, plus on active, en fait, effectivement, nos trésors, enfin, nos talents divins qui sont logés dans cet ADN. Donc, outre les symptômes physiques, psychiques et émotionnels, comment savoir si votre chakra est équilibré ou pas? Alors, il sera équilibré effectivement si, par exemple, vous avez des cycles réguliers, si vous vivez une sexualité épanouie, et quand je dis épanouie, c'est épanouie et saine, quand vous avez de la créativité, de la sensibilité, sensibilité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ni trop, ni hyper sensibilité, ni hypo-sensibilité. Beaucoup de courage, de la force et de la persévérance, un instinct aussi développé, parce que c'est quand même relié effectivement au premier, deuxième chakra, de la vitalité et de la joie, même si la joie, c'est vraiment le quatrième chakra qui est bloqué par la tristesse. Il y a aussi justement dans la naissance des émotions cette reconnexion à la naissance, donc à la joie et à la vitalité, puisque, pour répéter, c'est ce corps éthérique qui alimente le corps physique. On s'autorise effectivement de multiples plaisirs sans culpabilité quand ce chakra est épanoui. Et on a toujours envie de nouveautés, alors que quand il est fermé, eh bien, on ne sort pas de sa zone de confort, on reste dans ce petit cadre qui est très sécurisant, mais qui prive complètement de cette liberté d'être. C'est en fait, ça nous amène encore une fois à cette loi de l'équilibre, loi universelle, qui nous rappelle que quoi que nous fassions, que ce soit en trop ou en pas assez, eh bien, à un moment donné, le curseur, il se remet au milieu. Mais souvent, dans ce chemin d'initié, eh bien, on va se faire un malin plaisir d'aller expérimenter le trop jusqu'au bout du trop, et puis après, le pas assez jusqu'au bout du pas assez, pour pouvoir ensuite revenir au centre, à ce point du hara. Voilà. Alors, est-ce que tu veux faire le lien maintenant avec les... Oui, avec les glandes reliées, Ouais, donc les gonades et les reins, parce que quand même, tu vois, en faisant des recherches ce matin, en fait, il paraît qu'au niveau de la médecine, les reins sont pas loin d'être en fait finalement des glandes. Parce on les détermine pour l'instant comme étant des organes, mais ils auraient des attributs aussi de glandes. Donc je vais quand même les aborder. Alors les gonades sont les glandes sexuelles. Donc pour nous les femmes, elles se symbolisent donc avec les ovaires. Ce sont les ovaires en fait qui sont les gonades pour les femmes et pour les hommes les testicules. Voilà. Alors les gonades pour les femmes, donc les ovaires, ce sont nos réservoirs où se situent les ovocytes, hein, qui deviendront tout le long de notre vie sexuelle active des ovules. Et ces ovaires produisent deux hormones principales, donc les œstrogènes et la progestérone. Alors les œstrogènes, ce sont ces hormones-là en fait qui nous différencient le plus des hommes, puisque en fait c'est ce qui nous permet c'est ce qui permet de développer les rondeurs féminines.
C'est pour ça que nous avons plus de propension en fait, à stocker l'eau et la graisse à des endroits particuliers que n'ont pas les hommes. Hein. Donc au niveau des hanches, au niveau du ventre, etc. Et ce qui sert en fait tout simplement en fait, à créer des réservoirs nutritionnels pour les grossesses. Voilà. Et les œstrogènes aussi permettent de faire maturer les ovocytes et de développer les ovules. Voilà. Donc ça stimule, il stimule l'ovulation. Donc dans notre première partie de cycle, donc ça démarre le premier jour des règles et les oestrogènes, la production d'œstrogènes chute quand l'ovule est libéré, donc une fois par mois. Voilà. Quand l'ovule est libéré, donc les oestrogènes diminuent fortement et il y a à la suite la progestérone en fait, qui est diffusée très fortement dans notre corps. Et la progestérone sert en fait à maintenir, alors s'il y a fécondation, la progestérone sert à maintenir l'œuf dans l'utérus de façon à ce qu'il ne soit pas en fait évacué lors des règles. Donc c'est la progestérone qui nous permet cela. Alors c'est une hormone extraordinaire parce qu'elle va endormir en fait l'utérus, va stopper en fait les petits. En fait l'utérus féminin a beaucoup de contractions tout le long du mois. Et même sans les règles, l'utérus aussi se contracte. Et en fait, cette progestérone va endormir l'utérus de façon à ce qu'il n'y ait pas en fait, de contraction pour éviter justement les fausses couches et permet de préserver, de nourrir l'œuf en fait, qui s'implante dans l'utérus. Voilà. Et va en fait permettre aussi l'accroissement de l'endomètre, car dans notre utérus, il y a une petite couche nutritive hein, qui va se développer pendant les 15 jours après l'ovulation et qui va servir de terrain d'alimentation à l'embryon qui va éventuellement s'implanter. Donc voilà. Donc à l'arrivée des règles, la progestérone chute. C'est ce qui provoque, ce qui déclenche les règles. Et la progestérone prend la suite. Hein. Donc c'est vraiment un balai entre deux hormones. Donc c'est pour ça que nous avons aussi, alors là je cite que deux hormones qui sont sécrétées par les ovaires. Il y a d'autres hormones sexuelles qui sont sécrétées par d'autres glandes dans le corps, hein, qui sont reliées à notre cycle. Mais déjà juste ça, on peut aussi comprendre qu'on peut être un peu chamboulé pendant les 28 jours du cycle, voire un peu plus ou un peu moins. Parce que en fait, on est sans cesse bombardé d'hormones et puis elles chutent assez brutalement en quelques jours. Ce qui fait que nous passons dans des états, soit les oestrogènes en fait nous mettent dans des états en fait où nous sommes beaucoup plus actives quand le taux d'oestrogène est très important. Et par contre, à l'inverse, la progestérone va nous endormir. On va avoir l'impression en fait d'avoir du mal à réagir ou d'être moins active que d'habitude. Donc ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie de ces hormones-là. Alors, au niveau maintenant des hommes, au niveau des testicules, c'est la testostérone qui va être diffusée et qui va permettre la fabrication des spermatozoïdes. Alors, finalement, nous ne sommes pas tant différents les uns des autres, hein, nous les hommes et les femmes. Les hommes aussi ont des oestrogènes, mais en toute petite quantité, ce qui font que, en fait, cette petite quantité ne suffit pas à ce qu'ils développent on va dire une apparence féminine ou des qualités féminines. Par contre, la testostérone va, par exemple, faire accroître la poussée des poils et tous les attributs dits masculins. Donc, tout ce qui est aussi, tout ce qui est puissance, force, instinct plus développé. Et nous, les femmes, nous avons aussi cette testostérone, pas plus de 5% en fait, hein, au niveau du taux, au niveau du sang. Mais il se peut que ça se développe un peu plus avec la ménopause. Et c'est pour ça que souvent, on remarque aussi des poils un peu plus importants ou une poussée de poils plus importante chez les femmes matures, parce que du fait de la chute hormonale due à la ménopause, la testostérone peut augmenter un peu plus. Voilà.
Mais nous avons exactement les mêmes hormones, sauf que nous, les femmes, nous développons plus finalement les oestrogènes et la progestérone. La progestérone n'existe pas chez les hommes, par contre. La faculté de pouvoir enfanter, enfin de pouvoir maintenir un fœtus dans l'utérus, les hommes n'ont pas cette capacité de diffuser cette hormone. Elle n'est pas là en trace. Voilà. Par contre, ils ont l'œstrogène. Et testostérone est plus développée, bien sûr, chez les hommes pour pouvoir développer la fabrication de la spermatogénèse, pouvoir fabriquer les spermatozoïdes tout au long de leur vie. Donc, voilà. Donc ça, ce sont les glandes sexuelles. Au niveau des reins, alors là, je vais prendre mon livre parce que je n'ai pas pu mémoriser, c'est assez complexe. Alors, donc les reins, déjà dans leur fonction principale, on le sait tous, permettent de filtrer le sang. Donc c'est un organe, ce sont des organes d'élimination principalement. Il faut savoir que en fait, les reins ont une très grosse capacité de filtration. Je crois que, alors par exemple, ça m'a impressionné. 5 à 6 litres de sang passent par les reins en 6 ou 7 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, on va dire de cette importance-là. C'est-à-dire quand vous avez 1 litre qui est filtré par les reins par minute. Voilà. Donc c'est assez impressionnant. Et cette cadence peut être diminuée ou accentuée en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est une hormone qui le produit. Et cette hormone-là, en fait, va réguler notre élimination. C'est pour ça que des fois, on a plus envie d'aller aux toilettes que d'autres fois. Voilà. C'est qu'il y a une régulation qui se fait naturellement. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est cette hormone-là. C'est la rénine, voilà. C'est la rénine qui permet en fait de réguler l'élimination on va dire des liquides ou de l'épuration du sang par les reins. Voilà. Vous avez aussi les prostaglandines qui sont un peu plus connues. Et en fait, la prostaglandine permet d'abaisser la tension artérielle. On l'avait vu aussi avec les surrénales la dernière fois. On avait vu qu'elle diffusait aussi des hormones qui permettaient d'agir directement sur l'hypertension. Et ben, les reins ont la même fonctionnalité aussi. C'est pour ça que très récemment, on a découvert que les reins pouvaient aussi avoir une fonction de glande plus que d'organes. Et il y a encore des recherches qui sont actuellement en cours parce que les reins ont plus de facultés qu'on le pense. Ils ne font pas que de filtrer notre sang. Ils ont plein d'autres fonctions. Comme quoi, on ne connaît pas encore le corps totalement. Et enfin, on a une autre hormone qui est très étonnante. Alors, le nom, c'est érythropoïétine. Donc, c'est très complexe, hein, le nom. Donc, érythropoïétine, qui favorise la fabrication des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. Qui ne fabrique pas, c'est favorise la production des globules rouges au niveau de la moelle osseuse. C'est encore très peu connu. Il y a des études encore qui sont faites sur ça, mais c'est très étonnant. Et la conversion de la vitamine D aussi est en partie traitée par les reins. Donc voilà, ça aussi, c'est encore une fonction assez particulière. Mais ce n'est pas le seul organe qui le fait, mais en tout cas, il contribue aussi à la transformation de la vitamine D, la fixation. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Voilà pour les glandes. Merci. Bon, après, il y aura peut-être des questions plus précises. Oui, oui, vous poserez vos questions. Là, on va voir justement comment l'ouvrir, comment le réharmoniser. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, n'hésitez pas à poser vos questions. Bien sûr, ce qu'on vous partage, et moi, ce que je vais vous dire là, c'est ce que j'ai expérimenté pour moi-même au cours de 6 années de rééquilibrage de ce chakra. Donc, c'est comment ouvrir son chakra en tout cas, comment le réharmoniser.
Encore une fois, ce chakra, il est relié à l'eau, hein. Donc, on est composé de 65% d'eau et nous ne sommes qu'un système vibratoire informationnel. Voilà, pour aller dans la droite ligne de ce que tu nous as dit là, c'est incroyable. Voilà, notre corps humain, et c'est une technologie extraordinaire. Je trouve qu'on n'a pas fait mieux, et ni mieux pour la connaissance de soi, pour retrouver effectivement notre essence divine, autant que pour voilà, se connaître. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, on est composé à 65% d'eau. Donc, n'hésitez pas, en fait, à connecter l'eau, bénir l'eau, aller profiter des bienfaits de l'eau. Parmi tous les soins, les centaines de soins que j'ai faits, je considère qu'un des plus beaux soins, c'est aller se baigner à la mer. Voilà. D'ailleurs, excuse-moi, mais généralement aussi, les peurs de l'eau, les appréhensions de l'eau ou la difficulté à boire de l'eau peut Oui, être liée aussi à ce chakra qui peut être bloqué. oui, complètement. Et relié aussi, effectivement, à la mer, à la gestation, enfin bon, tout ce qu'on a vu, Si, il effectivement. y a ces personnes qui n'arrivent pas à boire de l'eau, qui boivent très très peu, qui sont déshydratées. Ce n'est pas une question de garder plus l'eau que quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est la difficulté d'ingérer l'eau qui Oui, donne un gros indice sur effectivement le blocage émotionnel. oui. J'accompagne une personne, justement, que j'ai vue ce matin au téléphone, qui a exactement ce symptôme. Mm. Elle, c'est aussi au niveau nourriture, mais c'est aussi au niveau de l'eau. Et c'est un vrai combat pour elle. C'est vraiment pour assurer sa survie qu'elle se force à boire de l'eau. Voilà. Donc, écoutez, voilà, si vous n'êtes pas à proximité de la mer ou d'une surface d'eau ou d'un plan d'eau, n'hésitez pas à méditer avec des sons d'eau, à prendre conscience aussi quand vous buvez quelle eau vous apportez, à vous faire des soins, des douches, etc. en conscience, des bains avec des huiles essentielles, bref. Ensuite, bien sûr, il y a tout un travail pour apprendre à se reconnecter à ses émotions. Et une des clés que vous pouvez faire aussi seul, c'est vous reconnecter à tous les arts du Kama Sutra, donc tous les arts qui vont vous ramener à votre espace de créativité par votre corps, par votre sens, par les sens et par votre corps. Donc, toute création, cuisine, art, danse, création, pâte à modeler, puzzle, peinture, yoga, toutes les techniques de méditation, de tai chi, Les voilà. massages, les soins. Les massages, bien sûr, donc des massages, se faire masser, bien sûr, être vigilant qui vous masse, hein, faut que ce soit un bienfait à la sortie du massage, parce que c'est la personne qui vous transmet sa vibration, hein. Vraiment, on va vers cette conscience-là. Tout est vibratoire. Donc, à qui j'offre mon corps pour me faire un massage? Il faut que c'est pas j'offre mon énergie, parce que bien souvent, on peut être coupé de ses émotions. Mais par contre, on peut avoir une richesse d'exploration divine intérieure qui, du coup, est une source d'approvisionnement pour une personne plus ou moins bien intentionnée, qui, à votre insu, volontairement ou involontairement, ira encore chercher en fait votre essence, votre capacité vibratoire et énergétique que vous-même, vous ne vous êtes pas révélé. Mais d'ailleurs, c'est vraiment le point du corps où se trouve la matrice. C'est la matrice, c'est la source. C'est notre source infinie. En fait, c'est une fontaine, en fait, la fontaine de jouvence aussi, hein. Donc effectivement, et nous les femmes, on est voilà, du coup plus connectées encore à cette source intérieure. Et effectivement, elle peut être pillée. C'est pas qu'elle va s'épuiser parce que c'est inépuisable. C'est que vous allez en faire bénéficier les autres, mais pas vous. C'est comme si vous mettiez des branchements extérieurs sur votre source pour les autres et que vous, bah, vous avez oublié de vous connecter à cette propre source, hein. Cette propre source qui est la source, notre source de connaissance, car c'est quand même encore un chakra inconscient, hein, où il y a beaucoup de notre inconscient qui est logé, mais où figurent tous nos potentiels cachés. Donc, pour te rejoindre à ce que tu dis, c'est un vrai puits énergétique. Et effectivement, bah, si on n'a pas activé le territoire ou la défense de notre territoire, et ben, ça va se disséminer à tout vent pour les autres et pas pour soi. Voilà. Exactement. C'est d'une importance, mais capitale par rapport à ce que l'on vit actuellement.
de retrouver, de reprendre conscience combien notre corps et certains appellent ça ce chaudron là aussi, pour les femmes, ce féminin. Et j'accompagne des personnes en séance, voilà, en France ou à l'étranger, mais qui sont d'une beauté, d'une richesse, etc., mais qui ont justement ce chakra en berne, parce qu'on a vu les origines, voilà, on ne va pas revisiter les origines, etc. Et du coup, en fin de compte, se sont coupés de leur potentiel créatif et ont mis toute cette énergie au service de l'autre avant de le mettre au service d'elle-même. Quand on se libère et qu'on va pacifier, comme tu dis, tu vois, réunifier, libérer ce qui doit l'être, etc., réharmoniser, et bien du coup, cette source de création, en fait, c'est du trop-plein d'amour qui ensuite ne vient pas à notre, en déficience de nos propres énergies. Au contraire, au contraire. Voilà. Donc, on en était donc, à l'exploration des arts du Kama Sutra, de façon à transformer aussi l'énergie de l'émotion douloureuse progressivement en émotion agréable. Et ça nous apprend à ressentir l'émotion, à la conscientiser. Certains disent la contenir, moi j'aime pas trop ça. Conscientiser l'émotion et puis la digérer, l'accepter. Il y a aussi bien d'autres clés comme effectivement on a parlé des sons et ça fait partie de la méthode d'Agapé, je vous en parlerai 2 secondes, mais la fréquence Ré, donc si vous écoutez des musiques en relation avec des fréquences comme Do, Ré et Mi, qui sont les résonances, les fréquences des 3 premiers chakras, et bien évidemment, ça va réharmoniser, permettre à ce chakra de retrouver sa juste fréquence. Parce que les chakras, comme on l'avait dit la dernière fois, ce sont comme des pétales d'une rose, mais qui sont tout recroquevillés. Et donc, ce qui fait que l'énergie, elle peut, vous voyez comment, avec le schéma de Séverine, hein, à l'avant, à l'arrière, s'ils sont complètement cristallisés de nos blessures, et bien du coup, l'énergie, le prana, l'énergie vitale, ne peut ni sortir de façon juste, ni rentrer de façon juste. Voilà. Donc, de toute façon, c'est pour ça que ça nous amène aussi à sortir de ce rôle de sauveur. Un bon thérapeute offre à la mesure de sa propre transformation. Les pierres, on a dit, les pierres peuvent être aussi des béquilles, en tout cas des points d'appui intéressants, parce qu'il y a la cornaline, la pierre de lune, la citrine, l'ambre, par exemple. L'opale de feu aussi. Ou l'opale, tout à fait, ouais. Le son, on l'a dit. Ensuite, les huiles essentielles. Alors, l'ylang-ylang, effectivement, ça amène au lâcher-prise. Ce n'est pas une de celles que j'ai particulièrement expérimentée. Je l'ai fait, mais je n'aime pas trop. Par contre, bien sûr, voilà, elle fait partie des chakras. Elle travaille sur la chakra 2 et chakra 7. Le gingembre, je vous le conseille fortement, soit en alimentation, soit en huile essentielle. La carotte, en alimentation ou en huile essentielle. Parce que la carotte, elle va travailler vraiment sur le 2e chakra et elle va libérer de la colère, libérer des conflits familiaux, des croyances erronées par rapport à l'argent, par rapport à la matérialité. Tout ce qui est racine, encore une fois, hein, 1er et 2e chakra, c'est vraiment l'enracinement. La carotte aussi a des propriétés curatrices pour les reins, nettoyage des reins, les carottes. Voilà. Elle détoxifie le foie, donc la colère, et les reins, qui sont les peurs. Donc, elle va agir, la carotte, vraiment sur le 1er, 2e chakra. Vous voyez, comme quoi, en fait, quand on explique les choses, et après, c'est le truc de l'expérimenter. Mais, donc, couleur orange, légumes racines, et détoxifie effectivement le foie donc, et les reins. Elle est bien aussi contre le cholestérol, enfin pour réguler le cholestérol, l'Alzheimer apparemment, et puis les rides pour la peau. D'ailleurs, on en voit aussi dans les crèmes, hein, souvent du bêta-carotène, etc. pour la peau, contre les rides. Je vous conseille aussi la cyste. Alors, j'aime beaucoup cette huile essentielle qui agit sur les chakras, le 2e chakra, mais aussi sur le 3e œil et sur le coronal. Et la cyste, c'est une huile essentielle que les Égyptiens utilisaient pour se reconnecter à son être spirituel. Et comme on a vu tout à l'heure, il n'y a pas, à mon sens, de guérison profonde et durable sans guérison spirituelle. Donc, elle va aider à surmonter en fait des traumas, mais des traumas passés de longue date. Parce que bien souvent, ce 2e chakra, il porte en nous toutes ces mémoires de féminin sacré qui a été bafouée, qui a été, voilà, avec une sexualité qui n'a pas été, qui a perdu sa, comment dire, noblesse. sa dignité. Oui, voilà.
jusqu'à sa dignité, de sa noblesse jusqu'à sa dignité, tout à fait. Le gingembre en huile essentielle ou en alimentation va aussi agir sur ces deux chakras, le 2 et le 7. C'est aphrodisiaque en plus, ça réchauffe le corps. Bien souvent aussi, c'est intéressant de faire le parallèle avec la cuisine ayurvédique ou la médecine ayurvédique, en fonction du dosha que l'on porte, si on est vata, pitta ou kapha. Donc le gingembre, il va donner de la force aussi pour quelqu'un qui a un chakra qui est en berne. Et à la fois, il va calmer les inquiétudes et stimuler l'appareil digestif. Et une que j'ai beaucoup aimée aussi, que j'ai longtemps utilisée, c'est le géranium rosa, qui, elle, est une huile essentielle qui est très complète, qui va agir sur chakra 2, 3, 4 et 6. Donc, voilà, aussi sur les émotions de l'enfant intérieur, aussi sur la confiance en soi, aussi sur le chakra du cœur et aussi sur l'ouverture du troisième œil. Voilà, c'est une huile essentielle qui va vraiment repousser en plus le négatif. Donc, voilà, c'est utile dans ces temps-là, en étant particulier, qui va agir sur une circulation qui est déficiente, donc directement sur l'eau, sur la circulation, et qui va aussi apaiser toutes les mémoires d'abandon. Voilà. Ou même de blessures par rapport à la mer, le géranium. Donc ça, c'est pour les huiles essentielles. Ensuite, bien sûr, vous pouvez porter de la couleur orange. Vous pouvez manger tout ce qui est orange. Donc les oranges, les melons, qu'est-ce qu'il y a d'autre en orange? Les carottes, on l'a dit. Vous pouvez porter aussi des couleurs orange. Moi, je ne suis pas trop fan. Voilà. Le corail aussi. Le corail, oui. Ouais, ouais. Et puis ensuite, ça je prêche pour ma paroisse, mais effectivement, cette guérison, je l'ai eu aussi par les vibrations cristallines, dont je vous ai fait part tout à l'heure, parce qu'on passe d'une structure carbone à une structure cristalline. Donc, le principe vibratoire des couleurs et des fréquences, ça nous permet à notre âme, voilà, de descendre dans la matière et de retrouver la vibration de notre âme et de l'incarner dans la matière. Donc, c'est-à-dire qu'avec les soins audio de la méthode Agapé, en fait, avec les injonctions verbales et les fréquences cristallines, cette fréquence, cette essence cristalline qu'on utilise quotidiennement, mais c'est juste une évidence. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller pour comprendre qu'on utilise cette énergie cristalline tous les jours? Vous regardez Netflix avec quoi? Avec l'énergie cristalline. Vous payez votre commande avec Carrefour Drive avec quoi? Avec votre carte bancaire, c'est l'énergie cristalline. Voilà, ce n'est que ça. Et c'est une énergie hyper puissante qu'on appelle l'intelligence artificielle. Avant que l'intelligence artificielle ne nous bouffe, réveillons notre intelligence naturelle puisqu'on porte 8 grammes de quartz dans le corps. Donc, ça permet d'être en état modifié de conscience parce que souvent, en ce moment, j'ai des gens qui me disent, quand je les ai au téléphone, et c'est pour ça que je suis bronzée, parce que je fais les séances face à la mer, je prends le soleil au moins. Et ils me disent, mais oui, ça j'ai compris alors, mais ça bloque. Et oui, ça bloque pourquoi? Parce que les cellules, parce que ça reste dans la tête. Tant que ça reste dans le mental et que ça ne descend pas dans le corps, eh bien c'est normal qu'il n'y ait pas de changement. Sauf que le changement, il est possible qu'en état modifié de conscience. C'est-à-dire effectivement un état, là on est en état normal de conscience, état bêta, qu'en état θ ou en état gamma. C'est là où on peut réinformer l'inconscient. Et l'inconscient, encore une fois, il gère 95% de nos automatismes. Et au passage, je redis à nouveau, l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel. En ce moment, on t'envoie des informations, on te balance des infos de meurtre, etc., qui sont réelles, mais les gens ont tellement l'habitude de regarder des séries virtuelles de meurtre, etc., qu'à la limite, ils s'en foutent. Oui, ils sont contents, comme si, puis après, ils vont regarder la série télévisée où il y a des meurtres. Et c'est terrible. Activons notre conscience. Mieux vous regardez Petite Maison dans la Prairie ou Pretty Woman, je ne sais pas, mais juste pour réaliser que l'inconscient, il ne fait pas la différence. Les Schtroumpfs, voilà. L'inconscient ne fait pas la différence. Il enregistre. Et tant qu'on ne va pas justement avec persévérance, avec adaptabilité, avec responsabilité, dans le juste équilibre, au moment présent, dans le moment présent, enfin, c'est tout un travail, de travail sur soi, d'observer ce que l'on vit, qui est le reflet de ce que l'on porte, et de remettre en fait dans ce scénario qui a eu toutes ces spirales de blessures,
si on ne remet pas un nouveau film, si on ne fait pas tourner dans le sens que l'on veut, ben, l'autre, il va créer le film à votre place, en fait. Donc, effectivement, avec les sens cristallines et les injonctions verbales, on dit à l'inconscient, non, non, ce programme femme battue, ce programme soumission, ce programme chakra sacré qui a subi les frustrations, la trahison, etc., je n'en veux plus. Je remplace par le programme de justice, le programme d'équilibre, une vie sexuelle épanouie. Je m'autorise à, je stoppe avec le il faut, etc. Et bien sinon, l'inconscient, il continue. Alors, si on réinforme l'inconscient avec ses fréquences justes, alors on peut reprendre le pouvoir sur sa vie. On peut réharmoniser ces polarités. On peut rééquilibrer le oui et le non. On peut être à la fois dans la créativité et dans la manifestation de sa créativité et s'autonomiser. Voilà. Et somme toute, en fait, et on peut se libérer justement de toutes ces mémoires, parce que ce qu'on expérimente, et on est d'accord là-dessus, hein, Séverine, c'est cette sortie de cette boucle karmique temporelle. Donc, il y a de multiples clés qui nous sont offertes aujourd'hui. Mais ça ne se fait pas. Il y en a qui disent, ben non, maintenant c'est fini, il n'y a plus quelqu'un qui doit. Non, et c'est ce que tu disais, j'ai beaucoup apprécié dans ta conférence sur le karma. Le karma, il existe toujours. Ok, on en sort, mais il n'empêche que l'historique est toujours là. Donc, tant que vous n'êtes pas en paix, tant que vous n'êtes pas en sécurité avec vous-même, sans avoir besoin de l'autre, tant que vous n'êtes pas dans la joie, tant que vous êtes dans la tristesse, tant que vous êtes dans les mensonges, tant que vous êtes... c'est qu'il y a un truc qui demande à être mis en conscience, libéré, pacifié, mais ça ne viendra jamais de l'extérieur. C'est à vous, effectivement, d'opérer cette transformation. Et en résumé, effectivement, quand le chakra sacré est harmonisé et équilibré, eh bien, c'est vivre pleinement ses énergies, avoir une vitalité, une vie sexuelle épanouie, être bien avec soi et avec le monde extérieur. Donc, on n'a pas plus peur d'affronter aussi le monde extérieur. Donc, de prendre sa place dans sa famille, avec son chéri, avec ses amis, dans la vie professionnelle. C'est agir avec spontanéité et confiance. Ça veut dire que ça nous place aussi dans l'instant présent et pas dans le « il faut, je dois » qui est toujours dans le passé, futur, hypothétique. D'être libéré aussi de toute frustration et donc des mécanismes de compensation. Et puis de sentir, d'être reconnecté à ses émotions, à la naissance de ses émotions, parce qu'on est reconnecté à notre ressenti et donc on est à même de satisfaire nos émotions qui sont des indicateurs, comme je dis, de l'état de satisfaction de nos besoins. Voilà, mais tout ça, ça fait appel aussi à la loi de la discipline. C'est ça. Voilà. Je voudrais faire pour finir, un tout petit aparté aussi sur la sexualité. Parce qu'on le centre de la sexualité. Il y a quelque chose qui m'est venu pendant que tu parlais, notamment de la préservation de l'énergie et du Kama Sutra aussi. Le Kama Sutra existe aussi pour une chose très importante. En fait, l'énergie sexuelle n'est autre qu'une énergie divine. Hein. Une énergie, c'est l'énergie de vie, l'impulsion de vie, l'élan de vie. Elle s'exprime par notre sexualité. Une sexualité qui est vécue, on va dire, de façon inhibée ou qui est subie, on va dire, voilà, ou qui n'est pas basée sur un dialogue ou une expression correcte de soi. Et l'énergie sexuelle est perdue à chaque fois. En fait, c'est comme si elle s'enfuyait ou qu'elle n'émergeait même pas d'ailleurs. Hein, voilà. Et le Kama Sutra ou la relation sacrée ou la sexualité sacrée, en fait, sert à amplifier cette énergie, la faire monter dans les centres supérieurs et la faire circuler pour alimenter en énergie nos corps subtils. Donc, ce qui est important à bien comprendre, c'est que la sexualité sacrée est un acte qui nous permet de nous régénérer, hein, de nous préserver au niveau énergétique, de rajeunir. C'est à la base, le Kama Sutra est un art du rajeunissement, mais en couple, mais uniquement si cette énergie sexuelle est redirigée dans les centres supérieurs. Donc, il y a tout un travail en fait d'éveil de cette énergie
et de la faire circuler après dans tous les corps énergétiques, tous les corps subtils. Et en fait, on gagne en puissance, en énergie, en rayonnement. On désenclave, donc c'est aussi une énergie très puissante qui décristallise, qui nettoie tous nos corps subtils et les chakras supérieurs, et qui permettent aussi de nous faire grandir spirituellement, puisqu'on réunifie dans cet acte la matière et le divin. C'est vraiment un acte extraordinaire. Donc pensez à ça, un acte sexuel qui est pratiqué sans conscience ou qui n'est pas partagé, qui est subi ou provoqué, ou on va dire ouais, qui n'est pas épanoui, ce sera à chaque fois une énergie perdue, et ce sera une perte d'énergie. D'ailleurs, vous allez vous sentir fatigué après l'acte sexuel, vous allez vous sentir abattu, déprimé. Ça, c'est un gros indicateur sur comment vous redirigez votre énergie sexuelle. Après un acte sexuel, on se sent épanoui, on sent une énergie qui se diffuse autour de soi, et on est dans un état d'extase. L'extase, ce n'est pas l'orgasme, hein. C'est autre chose, hein, l'extase. Mais c'est une forme de rayonnement qui se passe sur tous les niveaux de notre être, hein. Et c'est ça, réellement, la sexualité sacrée. Donc pensez à ça aussi, parce que c'est le siège de la sexualité et de l'exploration de la sexualité sacrée, donc de la réunification du masculin et du féminin dans l'acte sexuel. Voilà. À rajouter, c'est très important, au-delà de l'acte de procréation, qui est encore autre chose, que ça, c'est la création à deux, voilà, du projet enfant, hein, ou d'un autre projet, hein, puisque dans les cercles de femmes, j'enseigne à comment est-ce que je peux en fait créer des projets à partir de mon ventre. Donc c'est tout simple, hein, c'est que quand on a un projet dont on a envie de faire émerger dans la matière, ça commence par le ventre, par le bas-ventre. Donc on peut modéliser notre concept, notre projet dans la tête en priorité avant, hein, on le pense dans les détails, et après on s'imagine le placer dans le bas-ventre, hein. Vous imaginez, tu parlais du chaudron tout à l'heure, c'est exactement ça. Vous imaginez un chaudron à la place de votre bas-ventre et vous y placez votre projet détaillé à l'intérieur et vous laissez faire. Voilà. Alors, il y a des moments précis pour le faire qui sont plus porteurs. Ce sont, par exemple, à la pleine lune. Pardon. À la nouvelle lune, excusez-moi. La pleine lune, c'est justement la mise en lumière du projet. Donc, quelques jours avant la nouvelle lune ou pendant la nouvelle lune, vous faites ça. Et puis après, vous laissez faire complètement. C'est-à-dire que votre chakra sacré va s'occuper de modéliser, de former dans la matière le projet. Voilà. Ça commence par là. C'est vraiment l'athanor, hein. C'est le chaudron alchimique. Et pour rebondir sur ce que tu dis, est tout à fait juste, hein, c'est tellement d'une importance, cette sexualité sacrée, et tout est juste dans le sens où il faut être patient aussi avec soi, et dans le retour à soi, et dans la réouverture de nos bassins d'énergie, dans les soins que l'on fait à soi. Ça commence encore une fois vers soi. Moi, au tout début, effectivement, par exemple, j'ai reçu un soin énergétique, je n'étais absolument pas au courant de ce que c'était qu'un chakra, etc. C'est ma coach sportive qui était, je ne savais pas, énergéticienne, et elle arrivait à peine à poser, à mettre ses mains au-dessus de mon deuxième chakra à 40 cm. Je hurlais, j'avais l'impression qu'on me plantait des lances dans les ovaires. J'ai eu des dizaines de soins sur tous les chakras, des centaines et des centaines. Plutôt, voilà, initiation, etc. Bref. Donc, effectivement, la clé ultime, mais c'est peut-être pas forcément évident tant qu'on ne connaît pas son corps, tant qu'un certain nombre de pacifications ne sont pas faites, etc., d'accéder, parce qu'effectivement, on passe par la respiration, donc ça passe aussi par la connaissance de nos corps, par la libération de ces corps, pour que cette énergie, la Kundalini, elle puisse être
gérer, elles puissent circuler de façon comme tu dis, en fait, alimenter de ces particules de jouissance, d'amour, en fait, venir régénérer tout le système physique. Voilà. Et puis, ne serait-ce que de comprendre qu'effectivement, quand on partage un acte sexuel avec l'autre, on partage tous ses corps, et c'est pas anodin, on partage tous nos fluides, tous nos corps. Oui, et puis c'est censé découpler l'énergie et non pas comment dire, la diminuer. Bon, je ne trouve pas le terme, mais bon. Ouais. Et ça doit décupler, c'est-à-dire 1 plus 1 est égal à 3. Ouais. Voilà, c'est pas 1 moins 1 est égal à 0. Voilà, mais c'est un parcours initiatique de toute façon qui n'est pas du tout, qui ne peut pas, qui doit être empreint de patience, vraiment, de tolérance, d'écoute, de bienveillance, de communication. Pour que déjà tout se passe dans le lâcher-prise, ça c'est très important, et non pas dans la tension, car la tension va forcément faire échapper l'énergie. Donc c'est vraiment tout un... Il y a Elisabeth qui veut intervenir. Oui. Allez hop, je te passe en ligne, Elisabeth. Merci, bonjour. Bonjour Elisabeth. C'est super, merci pour l'étayage de votre présentation et la profondeur de vos recherches et de vos explications. J'ai une question, mais ça remonte un peu dans le temps. C'était pour l'huile de cyste. Plutôt en ingestion, plutôt en olfactif ou plutôt en massage? Alors, moi, je l'ai utilisé en ingestion, je ne le fais pas. En olfactif et en massage, 2-3 gouttes. Mélanger effectivement dans un peu d'huile d'huile d'amande douce ou d'huile de massage au niveau du plexus correspondant. D'accord. À l'avant et à l'arrière. Bon, pour ce qui est de la cyste, effectivement, quand c'est sur le coronal, je mets pas, pour pas me graisser les cheveux, je mets directement 2-3 gouttes sur le coronal. Et voilà, partant du principe que les huiles essentielles, c'est quand même relativement fort. La cannelle, par exemple, j'ai expérimenté une fois sans la mélanger, et effectivement, ça m'a fait des brûlures sur les doigts. Donc, voilà, pas grand-chose, hein, mais mieux vaut la diluer. Et autre chose dont je n'ai pas parlé, mais effectivement, après les huiles essentielles, mais après, c'est selon vos cheminements personnels et vos envies, mais c'est vrai que tu ne seras pas contre avec moi parce qu'effectivement, on partage ces mêmes vibrations. Les onctions sacrées, donc ça fait c'est une combinaison d'huile essentielle et vraiment avec des protocoles particuliers. Encore une fois, on parle de sacré dans les onctions, donc c'est-à-dire huile essentielle mais sacralisée. C'est particulièrement efficace quand on a déjà fait un travail sur soi. Moi, naturellement, quand j'étais formée à l'aromathérapie, puis à l'aromathérapie vibratoire, eh bien, en fin de compte, sont venues sur mon chemin ensuite les onctions sacrées. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce sens, faites appel à Séverine ou à moi. On vous adressera les personnes correspondantes qui peuvent vous aider aussi si vous vous sentez plutôt appelé par des onctions sacrées plutôt que par des huiles essentielles. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Et au revoir, bonne fin de journée. Au revoir Elisabeth. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, soit par comme Elisabeth en intervenant avec nous, donc par la voix, soit en texte. Question-réponse. Ah, il y a Marie-Paul qui veut parler. Alors Marie-Paul, c'est à lever la main. Bonjour Séverine, est-ce que tu m'entends? Oui, il y a un petit bruit de fond qu'on entend. D'accord, super. Je vais essayer de mettre un peu le son, peut-être que plus ça va vous aider. Est-ce que c'est mieux? Allô? Vous m'entendez suffisamment? Ok, bon, je vais commencer la question, on va pas perdre trop de temps. Donc, d'abord, je suis contente de t'entendre, c'est vraiment, je suis vraiment de te voir. Enchantée de faire la connaissance de Anne.
Donc, notre question, c'était par rapport, il y a un sujet qui a été énuméré au début du webinaire, c'est le trouble alimentaire. Donc, Je t'entends vraiment pas bien dans les formes, on ne comprend pas ce que tu dis. ah, mince. Là, on t'entend, mais si tu parles un peu plus vite, en fait, il y a comme un bruit de fond, mais en fait, on ne comprend pas ce que tu dis. D'accord. Est-ce que c'est mieux là? Vous m'entendez? Est-ce que tu peux te déplacer je ne sais pas, aller à l'extérieur, non? Non, parce que le PC ne tient pas la charge avec la batterie et je suis branchée sur la prise. Ah, c'est bon, là. C'est mieux là? Ouais. Je bouge plus. Donc, bonjour Céline, ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre. Et je disais donc, enchantée de connaître Anne, ça me fait vraiment très plaisir. Donc, il y a une petite chose qui a été énumérée en tout début du webinaire, c'est les troubles alimentaires. Les troubles alimentaires, oui. Et je voulais savoir si vous mettiez en association à ce niveau-là les intolérances et allergies alimentaires. Ah bah oui, parce que c'est lié aux intestins. L'intolérance, c'est les intestins qui vont en fait développer les intolérances, comme le gluten par exemple, le lactose et d'autres choses aussi. Donc effectivement, de toute façon, c'est le centre de la digestion, de l'assimilation et de l'évacuation. Alors les troubles alimentaires, essentiellement, on les connaît bien, c'est boulimie, anorexie. Ah oui, d'accord. Voilà, qui sont liés à ce centre, ainsi que en fait, le fait d'avoir des compulsions alimentaires, ou inversement, de faire trop de jeûne, ou justement d'être dans la malnutrition. En fait, si tu veux, le mot clé, c'est l'autodestruction. On l'a vu tout à l'heure avec une pétale qui est l'autodestruction. L'autodestruction peut passer aussi par l'alimentation et l'intolérance alimentaire. Ouais. L'intolérance en est une, puisque j'ai vu que en fait, c'est qualifié dans les maladies auto-immunes, donc autodestructrices de soi-même. On ne comprend pas très bien. Ça recommence encore. Ah mince. Qui confirme que c'est bien en lien effectivement avec ce deuxième chakra, parce que d'habitude j'aurais dit c'est vraiment en lien avec le troisième plexus. C'est vraiment la sphère de l'enfant qui n'a pas digéré les émotions, digestion physique, émotionnelle ou mentale. En général, les libérations de poids, elles viennent vraiment de la reconnexion à cet enfant intérieur. Et souvent, comme on a dit, aux intestins, le fait que ça soit relié à des événements lunaires, ça ancre l'information qu'il y a aussi ce deuxième chakra à travailler. D'accord. Le 2 et le 3. Aussi bien le masculin-féminin que la reconnexion à son enfant intérieur qui a été mal nourri, qui n'a pas reçu la nourriture affective et donc qui, à date anniversaire, va réactiver en fait un traumatisme. Mais aussi en lien avec le chakra intérieur. D'accord. Et du coup, est-ce que ça peut aussi être en lien avec le fait que Céline citait par rapport à l'auto-saboteur, du coup? L'auto-saboteur, tu veux dire la personnalité auto-saboteur? Voilà, par rapport à l'allergie alimentaire, qui est une maladie auto-immune et qui est d'autodestruction de soi-même. Tout système déviant est un système d'auto-sabotage. Oui. D'accord. Issu de notre vie, hérité ou issu des mémoires karmiques. Et en fin de compte, c'est un gros cadeau, mais c'est un tremplin vers la connaissance de soi. D'accord. On est en plein quand même, vraiment beaucoup dans le deuxième chakra, effectivement, quand même. Okay. La délégation de soi, quelque part, il y a derrière le refus de s'ouvrir à la vie. Il y a des institutions familiales aussi. Il y a des rigidités familiales qui ont été transmises. Voilà. Ok. Et dernière petite question, je vous remercie beaucoup pour ces réponses-là. Est-ce que selon vous, le hara et le chakra sacré sont confondus? Sont contigus? Est-ce qu'ils sont confondus? Est-ce qu'ils sont ensemble ou est-ce qu'ils sont un petit... Ils sont vraiment identiquement au même endroit. Ah oui. D'accord.
Ok. Ce serait même peut-être, faudrait aller regarder, mais je pense que ce serait même la source du chakra sacré. D'accord. Ok. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci infiniment pour ce que vous faites. Un gros bisous. Merci. Au revoir. Je vais mettre en ligne Pascaline aussi qui demande à parler. Bonjour à toutes les deux, vous m'entendez? Coucou Pascaline, oui, très bien. Bonjour, merci beaucoup pour cet excellent webinaire. J'ai appris plein de choses. Bon, c'est vrai, tu te doutes, hein, moi je suis sur la piste Jeannot Lapin quand je découvre tout ça. Donc c'est un grand chantier, mais que je prends ça avec mon joli sourire. Donc, Eh ben, Voilà, petit Jeannot Lapin. Attends, il est là. avec voilà. sa carotte, c'est parfait pour le chakra sacré. Même pas voulu faire de jeu par rapport à aujourd'hui, mais c'est très bien. Merci Anne-Laure. Nous, on m'appelle Madame Carotte parce que j'adore les carottes. J'avais Pardon, Pascaline. Pardon, une vas-y. petite question, en fait, quand on se retrouve avec de très gros déséquilibres dans le corps, on va dire du coup que le mal est fait et qu'on a accumulé ça pendant très longtemps. Au-delà de toutes les pistes que vous avez pu donner, elles sont vraiment super et sans le vouloir, j'ai commencé à être dedans sans me rendre compte que c'était ce chakra-là. Comment on peut en fait décristalliser des gros symptômes qui sont dans notre corps? Est-ce que ça peut être par la visualisation? Je vais vous prendre un exemple. J'ai des cycles qui sont très, très irréguliers et qui ont des conséquences sur tout mon corps. Voilà. Comment on peut faire au final pour que du coup, on retrouve l'équilibre au-delà de toutes les petites étapes que je vais suivre et que je vais faire. Mais du coup, pour toutes les personnes qui pourraient avoir des très gros déséquilibres, qu'est-ce que vous pourrez conseiller par rapport à ça, s'il vous plaît? Ah, tu commences ou j'y vais? Est-ce que ces déséquilibres de cycle sont reliés à des pertes de caillots de sang lors de tes Non, règles? D'accord. non, Le flux est c'est normal. c'est plus au niveau émotion C'est pour et plus savoir au à peu niveau... près au niveau de… En fait, mes émotions sont reliées à mon cycle et du coup, il n'y a aucune prise de recul à l'ovulation et avant l'arrivée des règles. Et du coup, même au niveau des analyses sanguines, on voit qu'il y a des dérèglements sur les hormones. D'accord, ok. Et toi, tu le relis à tes émotions? Enfin, à non prise de recul, en fait. C'est comme si D'accord, je j'étais comprends. déconnectée, en fait. Comme si tu… Comme si j'étais déconnectée de mon corps, en fait, et que j'avais plus le contrôle, en fait. D'accord, c'est vraiment en lien avec tes émotions, ça. Ah Parce oui, que oui, oui. Oui, oui. en fait, il y a une forte identification, non pas au corps, mais aux émotions, du coup. Oui, et ça revient à ce que tu m'as éclairé déjà la dernière fois, ça m'a donné énormément de pistes. Eh oui, c'est vrai, avec la naïade. Eh oui, on y revient, hein. Euh, d'accord. Et puis après, le cycle, c'est un exemple, mais tous les déséquilibres possibles, inimaginables que vous avez dit, je les retrouve. Donc du coup, ça se cristallise dans le corps. Petit à petit, je vais vers un état de guérison. Est-ce que des méditations au retour à l'équilibre, par exemple par rapport au dysfonctionnement, peut aider? Est-ce que tu as, est-ce que tu as un peu plus compris le fait de se laisser traverser par les émotions ou pas? C'est en cours, oui. En fait, j'imagine c'est comme une amie qui tape à la porte avec une valise et un petit message. Et du coup, j'ouvre la valise, je la lis, et du coup, une fois que je l'ai compris, que j'ai assimilé ce qu'elle vient de dire, je lui dis au revoir. Donc, de faire ce petit exercice un peu tout bête, ça m'aide en fait. Ça me permet que ça soit pas dans mon corps et de me dire que s'il y a une émotion qui passe, elle a toujours un message à me dire. Exactement ça. C'est ça, en fait, parce que en fait, ton identification, elle est dans l'émotionnel. Donc, dès qu'il y a une émotion qui arrive, tu as tendance à aller dedans, c'est-à-dire à t'identifier à elle. Donc, je suis l'émotion. Oui. Et l'idée, c'est de te dire, je ne suis pas cette émotion. Par contre, effectivement, elle a quelque chose à me dire. Donc, je la laisse transiter. Elle transite, hein, l'émotion. Et effectivement, tu as compris. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose, puisque, en fait, tu vas commencer à te désidentifier de tes émotions et à la laisser vivre, à la laisser te traverser et laisser passer le message, effectivement. Et du coup, c'est ce qui se passe sur les personnes hypersensibles à s'identifier aux émotions?
L'hypersensibilité, pour moi, est une forme d'hyperactivité. Cérébrale? Comment? Une hyperactivité cérébrale ou… Émotionnelle. Non, pas cérébrale, émotionnelle. Ok. Oui, c'était une hyper-réaction, puisque l'émotion est une réaction. Oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est une hyper-réaction qui est à réguler. Alors, c'est compliqué parce que pour moi, l'hyper-émotionnalité est quand même une grande qualité. Oui, mais aussi une grande souffrance si on ne sait pas la maîtriser. C'est plus facile. Alors, évidemment que c'est quelque chose qu'il faut réguler, enfin, qu'on a à réguler. Mais je préfère partir de là que de partir de quelqu'un qui n'en a pas et qui n'est pas connecté à ses émotions. C'est plus compliqué parce que là, je vais pas. Là, du coup, c'est plus facile pour toi d'identifier ce que c'est une émotion et ce qu'est ressentir quelque chose, une émotion. Donc, c'est plus facile de partir d'une hypersensibilité que de l'inverse. Voilà. C'est compliqué d'expliquer à quelqu'un ce que c'est quand il n'a jamais été en contact avec ses émotions. De toute façon, les personnes qui sont complètement coupées de leurs émotions et qui sont dans le je refoule, donc pas Voilà. agressivité, ne sont pas là. Ils sont dans la tête, dans l'intellect. Voilà. Sauf que nous, on est effectivement en fait dans la tête. C'est-à-dire que de faire de cette hypersensibilité, moi je suis très concernée par ce sujet-là, puisque effectivement la méthode Agapé, c'est la guérison des émotions douloureuses en émotions heureuses. Et c'est de faire de cette hypersensibilité, qui est une force extraordinaire, notre force. À l'intérieur de chaque bassin d'énergie, je le redis, il y a des trésors de richesse que notre âme est venue manifester. Ces douleurs, donc le corps s'exprime, on a conscientisé, etc. Effectivement, à un moment donné, chez plein de thérapeutes, comme j'accompagne en France ou à l'étranger, c'est pareil. Ce qu'on vit, on le vibre actuellement parce qu'il y a encore des cristallisations dans nos mémoires cellulaires. Parce qu'on a ces cristallisations jusque dans les enveloppes de nos organes, qui s'appellent des fascias. On contient cette mémoire cellulaire cristalline. On passe encore une fois d'un état carbone à une essence cristalline, donc c'est-à-dire pureté, sagesse, toutes nos vertus divines. Donc, à travers cette transformation, même si ça a été conscientisé, à un moment donné, ça bloque. Ça bloque pourquoi dans le mental? Parce que ça bloque dans le corps. Voilà. Donc, je t'inviterai, regarde sur le site Méthode Agapé les soins audio. Je t'en envoie, je peux t'envoyer un soin pour que tu testes, mais réinformer l'inconscient, changer aussi, c'est faire changer le corps, faire changer tous nos corps. Donc, il y a ces prises de conscience, il y a toute cette phase de pacification et il y a cette réinformation aussi cellulaire qui est importante, cette réinformation de nos systèmes vibratoires, de nos glandes endocrines qui doivent être réharmonisées parce que sinon, elles sécrètent toujours un même message d'alerte, un même message de réaction inconsciente qui va être dû à un manque d'amour à l'origine, mais qui, encore une fois, quand la zone de survie, elle a compris dans l'imago ou dans les mémoires reptiliennes, jusque dans notre ADN, que amour égale peur, amour égale soumission, amour égale souffrance, et bien du coup, en fin de compte, on va continuer à vivre ces scénarios jusque dans notre corps physique. Et donc, c'est important de décristalliser cette mémoire cellulaire de façon à non seulement nous libérer de tous ces scénarios karmiques ou d'incarnation de souffrance, de façon à justement activer nos trésors et puis reprendre le contrôle sur notre vie et vivre une vie en pleine santé, etc. Retrouver toutes nos capacités, en fait. Hein. L'hypersensibilité, pour moi, est une force exceptionnelle. En fait, c'est une forme de très haute intelligence. Par contre, le fait que tu interprètes que ce soit souffrance, c'est parce que tu t'identifies à l'émotion. Ouais, je comprends maintenant. Donc, oui. Et en fait, le fait effectivement de comprendre ce que tu viens de comprendre, c'est-à-dire que l'émotion me traverse, qu'elle me visite, et après, effectivement, il faut qu'elle reparte dans le sens où tu ne dois pas la capturer ou t'identifier à elle parce qu'elle ne t'appartient pas, te permettra au fur et à mesure de les inviter, de laisser te traverser et de te reconnecter au corps tout doucement, de faire la paix avec le corps. Mais c'est une puissance, hein, c'est une force exceptionnelle. Tu vas en comprendre la mesure plus tard, quand elle deviendra non pas pour toi une souffrance, mais deviendra en fait une force. Est-ce que ça peut être une bonne idée de faire les petits bonhommes allumettes avec mes émotions ou ça peut avoir un impact énergétique difficile sur moi?
pense pas. Moi, je sens pas le truc parce que en fait, c'est pas une émotion. Tu sais, c'est pas un individu. Elles sont quand Ouais. même symbolisées. Ce sont des puissances, ce sont des forces. C'est de l'eau. Hein. L'émotion est liée au deuxième chakra, donc elles ont elles ont la puissance de l'eau. Donc elles viennent te nettoyer, te décristalliser. Par contre, il faut les laisser passer. Il faut les libérer. L'image, ça va rester dans le mental. C'est bien, ça met déjà une barrière. Oui. Mais ça ne fait pas bouger la vibration de ton corps. Si tu vibres encore la peur, si tu vibres la soumission, si tu vibres la tristesse, si tu vibres la culpabilité, eh bien, c'est donc que tu sécrètes des hormones qui vibrent cette fréquence-là. On peut pas vivre deux émotions à la fois. On ne peut pas vivre la joie, la pleine ouverture du cœur et la tristesse. Sauf qu'effectivement, de nous de comprendre, c'est pour ça que le système d'entonnoir, ça devrait être universel, de comprendre qu'on porte toutes nos histoires de vie, l'histoire de notre enfance, 0-7 ans, notre construction de personnalité, notre imago, tout ça, c'est notre zone de survie. Okay, l'histoire de nos lignées, toutes les mémoires de nos lignées et nos mémoires karmiques. Si on ne va pas nettoyer, faire un nettoyage profond de ces mémoires solidaires qui sont des empreintes, avec des croyances qui sont obsolètes et qui demandent aujourd'hui, qui n'ont plus leur place, là, on ne peut pas accueillir non plus la guérison si on maintient le virus. Si on laisse aller le virus, on l'a mis en conscience, mais on le laisse aller, là, on peut accueillir la guérison. Sinon, il y a trop sur l'espace de stockage, chez la plupart d'entre nous, c'est saturé. Si on ne vide pas le disque dur, on ne peut pas laisser le nouveau programme. On ne peut pas mettre la dernière version de Windows si on porte la version des années 70. C'est exactement ce que je viens de comprendre il y a quelques jours. Donc, ça me rassure énormément. Je suis sur la bonne voie. Oui, complètement. Le premier travail, ça va être ça, c'est de tu arrives vraiment à la laisser passer sans t'identifier à elle et surtout pas mentalement l'identifier non plus parce que c'est deux mondes différents. Et mental plus émotionnel, tu vas ancrer des formes pensées. Alors là, ça c'est… Donc non, laisse passer comme si c'était une rivière ou un fleuve en plus qui te nettoie parce que l'émotion est vraiment une grande puissance de nettoyage, de décristallisation, à condition que tu la laisses passer, qu'elle reparte. Pascal, toi, tu es en pleine phase de résurrection. On s'est fait. Ah, là j'y suis. Mon prénom porte tellement de choses qu'en ce moment, c'est l'éclosion totale. Hein. Bienvenue, bravo. Et vos webinaires, en tout cas, font un bien fou parce qu'il y a une vraie connaissance, une vraie joie de vivre qui vous caractérise à toutes les deux. Et je vous en remercie. Tu sais, il y a une vraie souffrance derrière qui a été transmutée, c'est tout. Tu as vu ce que ça donne? Ah ouais, mais c'est beau à voir. C'est beau à voir et vous partagez beaucoup. Donc, merci. Vous m'avez énormément apporté. Je sais que je ne suis pas la seule. Donc, merci pour ce que vous faites. Ah, merci à toi, Pascal. Merci à toi d'être là. Et voilà. Et fais-toi confiance. Hein, tu as énormément de potentiel. Hein. Et oui, c'est pas la part pour rien. Hein. Merci, Séverine. Merci. Passez une très bonne journée à toutes les deux. Merci encore. À toi aussi. Gros bisous. Merci, gros bisous. Entre-temps, il y a une question de Patricia. Pardon pour le retard, Patricia, qui a écrit en texte. Est-il possible d'avoir des sensations à la fois du chakra trop ouvert avec compulsion, par exemple, et pas assez ouvert? Je peux manquer de confiance en moi, être hypersensible. Oui, colère, oui. Complètement. Dans un domaine d'activité et de l'autre. On peut très bien être fermé au niveau professionnel aussi, et puis ouvert au niveau sentimental ou inverse. C'est là où c'est très subtil. Dans le mode je rejoue, je refoule. C'est ça. Ouais. Mais le juste milieu n'est pas trouvé. En fait, là, tu oscilles entre deux extrêmes. En fait. Donc là, en fait, ça veut dire que tu n'arrives pas à trouver ta sagesse intérieure. Parce que le chakra émotionnel, en fait, fonctionne en fait sur il est duel, il fonctionnement duel. Il y a deux extrêmes hein, qui s'aimantent en permanence. Et le curseur, en fait, est difficile à trouver quand on est très émotionnel et quand on est basé sur nos émotions. Donc, pour trouver on va dire la stabilité dans l'émotion ou la clarté émotionnelle, hein, c'est généralement, il faut faire appel à son sage intérieur. Et ça,
ça ne m'étonne pas la question de Patricia, parce que ça, c'est un gros sujet actuel. C'est justement de laisser tomber la maîtrise, le contrôle, parce que tu vois, l'émotion, tu ne peux pas la contrôler, c'est pas possible, parce que plus tu la contrôles, plus c'est une tempête qui va se lever. Et puis, en fait, si par contre, le fait d'incarner ta sagesse, de faire appel à ta connaissance infuse, va clarifier l'émotion. C'est en fait l'espace émotionnel, comme il fonctionne il a une fonction duel, il a besoin d'un troisième élément pour fixer, pour stabiliser. Comment traiter, puisque j'en suis là, il est où le sage intérieur? Dans les archétypes, on dit qu'il y en a 3. Il y a le sage, qui est plutôt du domaine du néocortex, du mental. Sauf que bien souvent, le sage, il est pris par le mental qui mouline tout le temps. Donc, si on ne pacifie pas, en fait, si on ne réharmonise pas l'intuitif et le rationnel, le sage, il ne va pas avoir une tête de sage. Il va avoir une tête de Dark Vador. Il y a l'enfant intérieur, la sphère des émotions. Et il y a aussi notre guerrier intérieur, notre cerveau reptilien, donc instinct de survie, qui lui, ça va être plutôt gladiateur, voilà, le bon, voilà. Mais ça peut être aussi un très méchant guerrier. Donc en fait, il faut traiter par archétype aussi, hein, soit en thérapie, voilà, comme avec Séverine, soit avec des soins comme les soins de la méthode Agapé que je propose, où en fin de compte, on va identifier où est-ce que ça bug, quelle est l'origine source. Parce que ça, c'est vraiment, je dirais que c'est individuel, c'est du cas par cas. D'aller comprendre en quoi, en fait, d'aller reconnecter son sage intérieur, où est ce sage intérieur, pourquoi il ne s'exprime pas aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait quelle est la source. Mais ça, c'est individuel. En fait, aussi, ce qu'il y a, c'est que le sage intérieur, le sage, c'est celui qui sait, mais il ne sait pas pourquoi il sait. Et en fait, avec ça, si tu n'as pas lâché le contrôle avec le mental notamment, hein, parce que c'est le contrôle, c'est le mental, tu as du mal à connecter le sage. Mais c'est ton défi. Donc, je ne dis pas plus parce que en fait, ça fait le lien avec la guidance de la dernière fois. C'est ce sage, c'est celui qui sait, et il ne sait pas pourquoi il sait, mais il sait. C'est celui-là que tu dois contacter. Et ça te permettra vraiment, en fait, de tranquilliser ces émotions. Voilà, il est là. Hein, le silence. Mais c'est complètement ça. Hein. Mais c'est compliqué de passer la barrière du mental, effectivement. Alors pourquoi le mental tourne effectivement en permanence? Il y a aussi des clés à trouver pour ça. Mais le sage est juste derrière ou juste au-dessus. Mais c'est accepter aussi que nous pouvons recueillir la connaissance tout simplement, sans forcément s'appuyer sur des textes, sur des certificats, sur des formations. Le sage intérieur, il a la science infuse, il n'a pas besoin d'un enseignant, il sait. C'est lui que tu dois contacter. J'en démordrai pas. C'est bien connu, hein, le mentalement, monumentalement. D'ailleurs, les organisations gouvernementales aussi. Et c'est vraiment la synergie des deux, c'est ce côté intuitif et rationnel. D'ailleurs, le chakra sacré, c'est le centre intuitif aussi. C'est aussi un centre intuitif et le centre de la connaissance, en fait. Alors, c'est plus la connaissance instinctive. Hein, c'est plus le bas du corps, donc c'est plus les instincts. Mais voilà. Tu veux que je te donne son numéro? C'est très difficile. Il faut passer le lâcher prise, lâcher le contrôle, le besoin de s'appuyer sur le factuel, sur la logique, sur le raisonner, sur le calculer. C'est au-delà de ça. Donc, c'est très dur. Mais, ouais, déjà pour commencer, un petit exercice, tu vois. Oui. Tu peux placer justement ces 3 archétypes. L'enfant intérieur, ton enfant intérieur, celui qui est ton guerrier, qui te protège, donc tu peux les visualiser comme tu veux, et puis ton sage intérieur. Donc déjà, tu les dissocies, les 3 personnages. Alors, il peut prendre la place, le personnage, le sage du grand schtroumpf,
ou je ne sais pas, pendant le Seigneur des Anneaux, tu vois, d'un grand sage, de Maître Yoda, voilà. Et puis, tu amènes cette problématique. Donc, c'est une partie de toi. Dissocie-la de toi, parce que c'est juste toi qui vas discuter avec toi, ou qui va discuter avec tes autres archétypes, ton enfant intérieur et ton guerrier. Et en fait, de pacifier en fait cette conversation à trois, si tu crées ce scénario, ça va déjà permettre de lâcher prise et d'avoir quelques clés de compréhension. Et ensuite, hop, tu leur demandes de réintégrer ta personne. Chacun a sa place. Ça, c'est top à faire en état modifié de conscience parce qu'effectivement, si le mental fait barrière, ça va être compliqué. Donc, soit le faire en hypnose ou en méditation. Enfin, voilà, comme je suis hypnothérapeute, c'est une des techniques qu'on avait apprises et c'est assez intéressant. Ou même sur un oui-non, sur justement la part de toi qui est le critique et puis la part de toi qui est sage. Et puis tu vas poser en fait ta problématique et puis tu vas amener en fait à une résolution de conflit en rassemblant ces deux parties. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de bien ni de mal. Donc, il n'y en a jamais qui a un qui a toute la vérité et l'autre, c'est comme dans un couple. Hein. Il n'y en a jamais un qui a 100% des torts et l'autre pas du tout. Mais c'est juste de réunifier, de pacifier, comme tu dis, Séverine, de réunifier ces deux parties de façon à trouver la solution juste pour toi. Et c'est là où elle est la sagesse. Et voilà, parce qu'on ne condamne rien en fait. La demeure du soir, hein, qui est le chakra sacré, Patricia, attend que tu incarnes le sage. Donc déjà, le contacter, c'est un grand défi pour toi. C'est déjà beaucoup. Une fois que tu l'auras contacté, il pourra en fait entrer en toi et s'incarner. Il va diviser les eaux en deux. Cette image-là que j'ai. Et à Moïse aussi, qui est pas mal, hein, en grand sage. Ouais. Mm. Oui, bien aussi. Oui, ça me parle bien. Voilà pour ce qu'on peut t'apporter aujourd'hui. Oui, un gros programme. Hein. C'est vrai que le mental. On parle de l'ego. Je vais parler de l'ego. Je vais faire un webinaire sur l'ego en parlant du mental. Samedi avec Elisabeth, on va co-animer ce sujet-là. Ça va être aussi intéressant de voir ce qui va ressortir de ce webinaire sur l'ego. Super sujet. Ouais, Moïse me parle aussi pour toi aussi. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, cet archétype-là te conviendrait bien pour ce travail. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bah, sinon, on va terminer là. Hein, ça fait 2 heures déjà. Oui, déjà 2 heures, parce que je regardais. On ne voit pas le temps passer. Bah, si vous êtes là, c'est fou aussi. Bah, merci. Merci d'être resté. Bah, on est bien. Hein. Bah, le prochain webinaire, c'est dans 2 jours, le plexus solaire. Oui. C'est ça, hein? Oui. Jeudi. Ah, c'est jeudi? Oui, c'est jeudi. C'est jeudi à 14h30. Jeudi 14h30. Voilà. Ok, super. Voilà, donc pour la suite, avec le 3e chakra. Bah, merci à vous tous et vous toutes. Merci de faire vivre les webinaires. Merci à tous. Merci encore à toi, Séverine. Et puis, merci à toi, Anne-Laure. à très bientôt. La prochaine aventure. Ben oui, à jeudi. Et à jeudi, oui. Une belle fin de journée. Merci à tous. À très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir.